Au cœur du Sud ancien, à Natchez, Mississippi, là où le coton régnait en maître, vivait Anna Grayson, esclave dans la plantation Beaumont. Ses mains étaient endurcies par des années de travail incessant, mais ses yeux brillaient d'une lumière vive et rusée, qu'elle cachait derrière un masque de soumission fat. Elle avançait dans le monde qui l'emprisonnait avec une intensité silencieuse, chaque geste mesuré, chaque mouvement calculé. Le jardin, près des cases des esclaves, était son royaume discret. Chaque plante, chaque feuille inspectée avec attention, chaque mauvaise herbe arrachée avec soin. Elle voyait dans ses gestes quotidiens une forme de maîtrise, un ordre dans le chaos de sa vie assujettie. Le soleil de l'après-midi pesait sur son dos comme une métaphore physique de son esclavage, mais son esprit, lui, ne se laissait pas dominer. Près de la maison des presses à coton, Anna observait tout. Les poutres sèches et fendues, les tas de coton flottant dans l'air et s'accumulant dans les coins, facilement inflammables. Pour les surveillants, ces détails passaient inaperçus. Mais pour elle, ils étaient des alliés potentiels. Le feu n'était pas seulement un danger. C'était un outil, une promesse de transformation et de liberté. Depuis des mois, elle gardait cachée une lourde clé en fer, ornée et étrange, symbole de son plan méticuleusement élaboré. La clé représentait sa liberté, le point de départ de son futur qu'elle refusait de laisser aux mains des autres. Chaque nuit, elle étudiait les lieux, les failles dans la surveillance, les ombres propices à sa discrétion. En cette fin d'après-midi étouffante de 1842, elle prit son paquet de matières inflammables, mousse sèche, chiffon imbibé d'huile et s'avança vers la maison des presses. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa détermination était de fer. Elle plaça soigneusement la flamme sur le coton sec près d'une poutre principale, regardant la structure une dernière fois avec un mélange de résolution et de calme. Puis, silencieuse, elle se fondit dans l'obscurité. À la véranda de la maison principale, le maître Beaumont sirotait son verre d'alcool, accompagné de Croc, son surveillant implacable. Leur conversation banale portait sur la production de coton, ignorant le désastre imminent. Le prix du coton va monter, disait Beaumont, il faut que la presse tourne jour et nuit. Pas une balle perdue. Croc acquiesçait, froid et détaché, assurant que la discipline suffirait à maintenir les esclaves au travail. Ils étaient inconscients que la nuit allait basculer dans le chaos. Quelques heures plus tard, la maison des presses s'embrasa, illuminant la nuit d'une lueur orangée et rouge, un incendie qui rugissait comme un monstre vivant. Les cris des travailleurs paniqués se mêlaient au crépitement des flammes. Mais Anna n'était plus là. Elle s'échappait, la clé en fer serrée dans sa main, seule dans la nuit, invisible et libre. Ainsi naquit la légende de Anna Grayson, celle qui, au milieu du feu et de la destruction, avait pris son destin en main et forgé sa propre liberté. Le souvenir de la clé retrouvée intacte parmi les cendres demeura, symbole éternel de courage, d'intelligence et de détermination. Le feu dévorait la maison des presses, ponctué par le craquement sinistre des poutres qui s'effondraient et le hurlement du métal chauffé. La grande vis de fer, rougeoyante, céda enfin, s'effondrant dans un fracas qui ressemblait au cri de mort de la plantation. Une pluie d'étincelles s'élevait dans l'air épais de fumée, portant le danger bien au-delà de la structure elle-même. La chaleur frappait comme une vague physique sur les champs, ressentie même depuis la véranda de la maison principale, réveillant les habitants épuisés. Le symbole de leur oppression, la maison des presses, était consumée par une force plus grande que le fouet de tout surveillant. Croc, le surveillant, apparut, imposant l'ordre dans le chaos. Il força hommes et femmes à une brigade de sauts, leurs efforts de lutte contre les flammes vains, mais une excitation silencieuse circulait entre eux. Ils voyaient l'instrument de leur torture réduit en cendres, un petit espoir naissant au milieu de la destruction. Le maître Beaumont, pâle de rage et d'incrédulité, sortit en chemise de soie, regardant son royaume brûler. Au matin, le soleil révélait un paysage de ruines bibliques. Les restes calcinés de la maison des presses, des cendres fumantes et des poutres noircies s'élevaient vers un ciel pur. L'odeur de bois brûlé et de coton carbonisé emplissait l'air. Beaumont et Croc examinaient la destruction. Beaumont, réduit au silence, murmurait « Tout est parti, le coton, la presse ». Croc, lui, analysait froidement la situation. 3 points d'incendie, simultanés, montraient une planification consciente, le travail de quelqu'un qui connaissait parfaitement la maison. 1 heure plus tard, Croc désigna une cible, Anna Grayson. Elle était introuvable. Il fouilla les ruines avec précision, cherchant un corps pour restaurer l'ordre, tandis que des esclaves aidaient, les pieds nus sur les cendres encore chaudes. Puis Peter, un jeune travailleur, découvrit quelque chose. Pas un corps, mais une lourde clé en fer, étonnamment intacte au sommet des cendres. Croc la saisit, la toucha, analysa sa conception complexe. Cette clé ne correspondait à aucune serrure de la plantation. Elle représentait un défi, une preuve de planification et d'intelligence, une manifestation de l'audace de Anna. À la tombée de la nuit,
Dans les cases des esclaves, une atmosphère étrange régnait. Silence, excitation mêlée, le parfum de la fumée et des repas modestes flottant dans l'air. Les habitants murmuraient à voix basse, tissant les événements en une légende. La disparition de Anna et le feu prenaient déjà l'éclat du mythe. Certains murmuraient qu'elle avait marché à travers les flammes, qu'elle avait invoqué le feu comme un chariot vers la liberté. Les habitants de la plantation murmuraient encore à propos de Anna. Elle est passée à travers le feu, sans une brûlure, disait l'un, émerveillé. Et la clé, un souffle à peine audible, la clé des étoiles du Nord, ajoutait une autre voix. Elias, l'ancien qui avait parlé avec Anna dans le jardin, était assis sur son petit tabouret, sculptant calmement un oiseau en bois. Les plus jeunes esclaves, fascinés et désireux de comprendre la magie de la disparition de Anna, venaient à lui chercher des réponses. Sarah, une jeune mère, approcha timidement. « Elias, est-ce vrai? Anna a-t-elle vraiment volé ?» L'ancien homme, après un long silence, répondit doucement. « Anna était plus intelligente que nous tous, enfants. Elle était fatiguée jusqu'aux os. Comme un oiseau lassé de sa cage, elle a cherché la moindre faille. Peut-être l'a-t-elle trouvée, ou peut-être l'a-t-elle créée elle-même. » Ces mots ne confirmaient ni ne niaient la magie. Ils soulignaient l'intelligence, la détermination et l'esprit indomptable de Anna, transformant son absence en symbole d'espoir et de défi. Les jours suivant l'incendie furent marqués par la terreur calculée de Crow. Obnubilé par la clé et le vide dans le registre, il lança une chasse brutale, organisant des patrouilles, accompagnées de chiens affamés et hargnés. Les esclaves, soumis à son regard perçant, résistaient en silence, refusant de trahir Anna. Leurs murmures et regards discrets tissaient déjà la légende de sa fuite. 3 jours plus tard, à quelques kilomètres de la plantation, les hommes découvrirent un morceau de tissu gris usé, flottant sur la rive boueuse du Mississippi. Les chiens, excités, suivirent la piste jusqu'à l'eau, puis s'arrêtèrent, confus. Le courant violent emporta toute trace, laissant Crow face à la rivière impitoyable. Il conclut logiquement qu'Anna avait été emportée, se noyant peut-être dans le fleuve. Mais la clé et la précision du feu le troublaient, ce plan semblait trop audacieux pour un simple accident. Dans une clairière secrète au cœur des bois, Elias retrouva les fidèles alliés de Anna, Joseph et Marie. Il savait la vérité. Crow croyait que la rivière l'avait englouti, mais il savait que Anna avait disparu grâce à son intelligence et à son réseau secret. Sa légende était née, et la clé, mystérieuse et intacte, demeurait le symbole d'une liberté conquise et d'une audace inégalée. Le morceau de tissu retrouvé sur la rive n'était pas le fruit du hasard. Il avait été soigneusement placé. Marie, responsable du linge et des réparations sur la plantation, avait gardé un petit bout d'une vieille robe usée de Anna des semaines avant l'incendie. Joseph, grâce à sa connaissance intime des lieux, avait choisi l'endroit parfait au bord du Mississippi, un lieu à la fois crédible et dramatique. Et Crow avait été le spectateur principal de cette mise en scène. Elias hocha la tête, satisfait. La rivière est un fantôme affamé. Qu'elle garde cette histoire. La vraie restera en sécurité. Crow a sa réponse, le maître sa tranquillité. Maintenant, patience. Nous ne faisons rien, nous ne disons rien. La légende fera le reste. Ils étaient des participants actifs, brillants, de leur propre émancipation. L'histoire de Anna Grayson, officiellement close avec sa mort présumée, ne mourut pas. Libérée des limites de la plantation, elle voyagea, avec les bateliers, les commerçants, jusqu'au port vibrant de Natchez. Là, dans les tavernes enfumées et sur les quais bruyants, son histoire se transforma, chaque récit ajoutant un voile de mythe. Anna, l'incendiaire supposée noyée, devint Anna la vengeresse, la disparue qui s'était élevée au-dessus de tout. Les récits variaient. Certains parlaient de magie, d'autres de ruse et de courage. La légende grandissait, offrant espoir aux esclaves et effroi aux propriétaires. Anna n'était plus une simple fugitive. Elle était une héroïne populaire, l'esprit indomptable de Natchez, un rappel que le désir de liberté pouvait tout embraser. Mais l'architecte de cette légende était une femme de chair et de sang, patiente et brillante. Tout commença un an avant l'incendie. Un jeune homme nommé Luc, âgé de 20 ans à peine, tenta de fuir sous le coup de l'impulsion, capturé en quelques heures. Anna, témoin de son échec prévisible, comprit avec une clarté glaciale que la liberté ne se prenait pas dans la panique. Elle se construisait, pierre par pierre, mensonge par mensonge, avec patience et stratégie. À partir de ce moment, Anna devint une observatrice insatiable. Son plus grand secret, elle savait lire. Apprise en secret par la mère âgée de Beaumont, elle avait cultivé ce savoir interdit. Elle lisait tout ce qu'elle pouvait trouver. Journaux, feuilles d'almanach, sermons abandonnés. Chaque fragment lui fournissait des connaissances sur la géographie, les routes commerciales et le mouvement abolitionniste. Elle étudiait aussi son environnement immédiat, mémorisant les routines de la plantation,
les angles morts des patrouilles, les horaires des surveillants. Son rôle dans la maison de presse, considéré comme ingrat par les autres, était pour elle une opportunité. Là, elle apprit les secrets du bâtiment, ses faiblesses et sa nature hautement inflammable. Chaque courant d'air, chaque accumulation de coton devenait une leçon pour son plan. Son éducation prit un tournant décisif avec l'arrivée d'un prédicateur méthodiste voyageur. Un homme fin et fougueux, dont les yeux semblaient percer le voile de l'asservissement. Il évoqua Moïse et la terre promise, mais avec un double sens qu'elle seule pouvait comprendre. Dans un moment de silence, il lui tendit un objet lourd dans la main, scellant ainsi un échange secret qui préfigurait la suite de ses actions. C'était la clé de fer. Ce n'était pas une clé pour une serrure physique, expliqua-t-il à voix basse. C'était un signe, un symbole. Elle indiquait qu'Anna était une personne de volonté éprouvée, membre d'un vaste réseau secret. Une clé qui ouvrirait l'aide de parfaits étrangers, un mot de passe en métal. L'aide serait là, si seulement elle pouvait créer l'opportunité de l'atteindre. Un plan sans allié était voué à l'échec, comme la fuite désespérée de Luc. Anna savait qu'elle ne pouvait pas agir seule. Mais la confiance était une monnaie plus précieuse que l'or. Pendant des mois, elle identifia soigneusement ce complice, les testant non pas par des questions directes, mais par des hypothèses, des regards partagés, de petits risques calculés. Son premier allié et le plus important fut Elias. Elle ne lui dévoila pas tout son plan. Elle l'approcha avec des questions philosophiques sur la nature des cages et l'esprit des oiseaux. Elle jugea sa sagesse, sa discrétion et sa loyauté envers son peuple plutôt qu'envers son maître. Elias, vieux et ayant tout vu, reconnut le feu en elle, celui qu'il avait vu chez d'autres qui avaient échoué. Mais en Anna, il vit quelque chose de plus, une résolution froide et déterminée. Il accepta de l'aider, devenant son mentor, son ancre, celui qui gérait les conséquences et protégerait sa fuite. Leur conversation était un jeu d'échecs en langage codé. Si un feu devait éclater, dit-elle un soir, un grand feu, il créerait de la confusion. Elias ne broncha pas. La confusion est un bon manteau, répondit-il d'une voix grave. Mais c'est lourd à porter. Tu peux, Y, perdre toi-même. Anna, regardant la silhouette sombre de la maison de presse, répliqua. Pas si tu sais comment en sortir avant d'y entrer. Sa certitude le convainquit pleinement. Ses autres recrues furent choisies avec la même précision. Marie, la servante silencieuse de la maison, pour son accès aux lieux et aux matériaux. Joseph, le solide esclave des champs, pour sa connaissance des marais et des bois, ainsi que sa force physique, utile pour des diversions ou retirer des obstacles. Tous trois étaient vus comme insignifiants, fiables et discrets. Mais Anna y reconnut une colère secrète et un désir latent de frapper le système. Leur réseau était petit, mais solide, construit sur le risque partagé et une compréhension tacite des enjeux. Ils ne se contentaient pas d'aider Anna à s'échapper, ils menaient une guerre secrète. Des semaines passèrent. La recherche officielle d'Anna Grayson était terminée. L'histoire de sa noyade dans le Mississippi fut acceptée comme vérité par Beaumont et la communauté. La légende de son envol magique circulait dans les quartiers d'esclaves et les tavernes de Natchez. Mais pour Crow, rien n'était résolu. Son bureau spartiate devint une cellule mentale où il revivait la nuit de l'incendie encore et encore. Sur son bureau reposait la lourde clé de fer, constante réprimande silencieuse, pièce qui ne s'imbriquait pas dans son équation. Il l'avait dessinée des dizaines de fois, interrogé des serruriers à Natchez et Vicksburg, sans succès. Pour Crow, l'incendie n'était pas un accident. C'était une œuvre d'art, précise et intelligente. La disparition, trop parfaite, et la clé, intacte dans la cendre, n'étaient pas des coïncidences. Elle le tourmentait, et ses pensées revenaient toujours à Elias, l'homme âgé qui savait tout et ne disait rien, imperturbable face à ses interrogations. Crow soupçonna un réseau secret et décida de mener sa propre enquête, une guerre silencieuse et personnelle. Il commença à soumettre Elias aux tâches les plus épuisantes, espérant qu'un corps fatigué céderait l'esprit. Mais Elias, maître de son propre jeu, exécutait tout sans se plaindre, imperturbable. Leurs échanges, banals en apparence, étaient un véritable jeu d'échec mental. Crow observait, testait, cherchant la faille. Elias, lui, savait que la pression venait pour protéger la promesse de Anna, un secret plus précieux que sa vie. Le tournant vint d'une lettre envoyée par un messager de bateau à vapeur. Après des semaines d'échecs auprès des serruriers, la missive d'un forgeron allemand de Vicksburg offrit enfin une réponse. Ce n'était pas une clé pour une porte ou un coffre, mais un outil sur mesure, une clé spéciale pour une soupape de vapeur sur certains bateaux à vapeur, permettant de libérer rapidement la pression. Le forgeron nomma même l'entreprise commanditaire, la Morning Star Line. Une onde de triomphe pure traversa Crow. C'était une sensation physique, une chaleur qui se répandait dans sa poitrine, chassant le brouillard froid de l'incertitude qui le tourmentait depuis des semaines. La rivière.
Il avait eu raison depuis le début, mais sa pensée avait été trop étroite, trop conventionnelle. Il cherchait une nageuse désespérée, une fille paniquée dans une barque volée. Il aurait dû chercher un passager. La noyade était un mensonge. Une brillante diversion. Le tissu sur la rive. Les chiens perdant la piste à la lisière de l'eau. Tout était théâtre. La clé était son ticket. La Morning Star Line. Le nom lui disait vaguement quelque chose. Ils étaient réputés pour leur discrétion, pour rester à l'écart. Crow avait entendu des rumeurs dans les tavernes de Natchez. Certains de leurs capitaines étaient des hommes de conviction, des sympathisants abolitionnistes qui n'étaient pas au-dessus de transporter des cargaisons inhabituelles si le prix ou le principe l'exigeait. Il avait maintenant plus qu'une théorie, plus qu'un soupçon. Il avait une piste concrète, un nom, une destination. Le jeu avait changé. Cette nuit-là, Crow n'alla pas trouver Master Beaumont avec sa découverte. C'était sa chasse. Il la mènerait jusqu'au bout lui-même. Il voulait plus que suivre une piste. Il voulait une confession. Il voulait se tenir devant Elias et voir le monde soigneusement construit par le vieil homme s'effondrer. Il se dirigea vers les quartiers des esclaves, la lettre du forgeron, lourde et précise, dans la poche de son manteau. Il ne frappa pas à la porte de la cabine d'Elias. Il l'ouvrit simplement et entra, sa grande silhouette remplissant l'encadrement de la porte et plongeant la pièce dans l'ombre. Elias était assis sur son tabouret, sculptant un morceau de bois à la lueur d'une bougie de suif. Il leva les yeux, les mains immobiles, le visage sans surprise, seulement une vigilance silencieuse. Le jeu est terminé, vieil homme, dit Crow, d'une voix grave et triomphante. Il sortit la lettre de sa poche et la brandit. Je sais pour la clé. Il avança dans la pièce, sa présence aspirant l'air du petit espace. C'est pour une machine à vapeur, une clé de soupape, pour les bateaux de la Morning Star Line. Il laissa ses mots flotter dans l'air, guettant toute réaction, toute lueur de peur dans les yeux du vieil homme. Vous l'avez aidé à monter sur l'un de leurs bateaux, n'est-ce pas? Cap vers le nord? Elias le regarda, calme, le visage impassible. Il posa sa sculpture et son couteau sur la petite table à côté de lui. Une clé, dit-il doucement, presque avec gentillesse. Je suis un vieil homme, Monsieur Crow. Je connais les jardins et la sculpture sur bois. Je connais la chaleur du soleil et l'âpreté de la pluie dans mes os. Je ne sais rien des machines à vapeur. Le visage de Crow se contorsionna en un rictus de rage. Il claqua la lettre sur la table, faisant danser la flamme de la bougie. « Ne me faites pas marcher, rugit-il. Je sais tout. Vous avez planté le tissu près de la rivière. Vous et Marie et Joseph, vous avez orchestré tout cela. Vous l'avez envoyé vers le nord sur un vapeur pendant que je courais après son fantôme dans l'eau. » Elias regarda la lettre, puis Crow, impassible. Un long silence s'étira, seulement rempli par la respiration lourde de Crow. Puis un sourire faible, presque triste, effleura les lèvres d'Elias. « Monsieur Crow, dit-il, sa voix gardant toute sa dignité, vous voyez une clé et vous pensez qu'elle ouvre une serrure sur un bateau. Vous voyez une rivière et vous pensez à un chemin vers le nord. Vous croyez que la liberté est un lieu que l'on peut atteindre, une destination sur une carte. » Il secoua lentement la tête, geste de profonde pitié fatiguée. Mais Anna, elle était différente. Elle savait que la liberté n'est pas un endroit. C'est un état d'être. C'est quelque chose que l'on construit en soi. Vous ne pouvez pas le trouver sur une carte, Monsieur Crow. Vous ne pouvez pas le suivre avec des chiens. La réponse d'Elias était une œuvre de guerre psychologique. Il ne y est rien. Il déplaçait simplement les faits du domaine des preuves vers celui du folklore. Il absorbait les accusations de Crow et les tissait dans la légende qu'il cherchait à démonter, transformant la vérité en simple vers d'une histoire de fantôme. Crow resta sans voix, sa victoire se changeant en sombre dans sa bouche. Il voulait une confession, une simple reddition factuelle, et reçut une énigme philosophique insoluble. Pourtant, la non-négation d'Elias était, à sa manière, une confession. L'histoire de la Morning Star Line était vraie. Crow déciderait de se rendre lui-même à Vicksburg, de trouver le bateau, le capitaine, et de démêler tout le réseau. Il prépara son départ pour le lendemain, informant à Master Beaumont sceptique qu'il suivait une dernière piste prometteuse. Mais Elias, grand maître de ce jeu silencieux, connaissait l'esprit de Crow. Il savait que l'intendant suivrait la preuve la plus tangible, la clé. Et pendant son absence, Elias avait une dernière carte, une pièce finale de diversion pour briser la certitude de Crow. Il savait que les espions de Crow étaient partout, des esclaves contraints ou soudoyés pour rapporter toute activité inhabituelle. Il utiliserait ce réseau contre son maître. Le lendemain matin, il chercha Joseph, qui affûtait sa faux près de la grange. Leur conversation fut brève et codée. Les instructions d'Elias étaient précises. Plus tard, Joseph, en débroussaillant la lisière du marais, loin de la rivière et dans la direction opposée à Vicksburg,
fit grand cas de découvrir quelque chose dans la terre. Il se mit à genoux et creusa à la base d'un cyprès, sous le regard de 2 autres hommes de champ connus pour être dans la poche de croc. Il déterra un petit oiseau en bois grossièrement sculpté, aile déployée, symbole de vol. Il le nettoya et le porta, ouvertement, directement à Élias dans le jardin principal. Les espions virent Joseph le remettre à l'ancien homme. Élias le prit, visage empreint d'une révérence triste, et le tint un long moment avant de congédier Joseph d'un signe de tête. Plus tard, au coucher du soleil, Élias porta seul le petit oiseau en bois jusqu'au marais où il avait été trouvé. Dans un rituel silencieux, il creusa un trou, murmura une prière indistincte mais solennelle, plaça l'oiseau tête vers l'est, recouvrit de terre, aplatit le sol, et partit sans se retourner. Le rapport parvint à Croc juste au moment où il se préparait à monter à cheval pour Vicksburg. Il écouta, le visage se crispant de plus en plus. Il fut plongé dans un vortex de confusion. La clé, la lettre du forgeron, toute la logique implacable indiquait la rivière, vers le nord. Mais ce rituel, ce symbole, pointait dans la direction opposée. Le marais, une fuite terrestre difficile, presque impossible, vers l'est. La prière solennelle d'Élias contredisait directement la théorie du vapeur. La clé était-elle à l'heure? Une diversion extrêmement élaborée dès le départ? Anna l'avait-elle plantée elle-même avant de fuir vers l'est, ou avait-elle 2 plans? Une solution de secours si la route fluviale échouait? La certitude linéaire qu'il avait ressentie quelques heures auparavant éclata en 1000 pièces contradictoires. Il se trouvait pris entre 2 pistes, rivière et marais, nord et haie. Les 2 minutieusement préparés, les 2 semblant confirmés par les actions de son principal suspect, son esprit logique, outil qu'il avait toujours servi si bien, bloqué et paralysé. Croc prit une décision. Il suivrait la preuve tangible, le morceau solide de fer qu'il tenait encore. L'oiseau était folklore, rituel, superstition du monde des esclaves qu'il méprisait. La clé était métal, mécanique, produit du monde commercial et industriel des Blancs, un monde qu'il comprenait. Il irait à Vicksburg. Il trouverait la Morning Star Line. Et il briserait leur mur de silence. Il quitta la plantation Beaumont, poursuivant un fantôme sur la rivière. Son arrivée à Vicksburg fut une plongée dans un monde de vapeur, de sueur et de suspicion. Les quais étaient un chaos de ballots de coton, barils de mélasse et piles de bois. L'air était épais de fumée froide et d'eau du fleuve. Croc passa des jours à errer seul parmi les foules bruyantes, montrant son dessin de la clé au capitaine, ingénieur, matelot et agent de la compagnie. Tous répondaient par un mur uniforme de silence. Les hommes de la Morning Star Line, groupe fermé et clanique, regardaient le dessin, impassibles, secouaient la tête. Ils n'avaient jamais vu un tel outil. Leur moteur utilisait un système différent. Le forgeron devait se tromper. Ils étaient polis, mais leurs yeux étaient froids et leur déni absolu. La compagnie était une communauté fermée, une forteresse de secrets. Elle protégeait les siens avec une loyauté féroce et tacite. La frustration de Croc grandissait chaque jour, se transformant en une rage amère et impuissante. Il avait été si certain, si proche de dénouer toute la conspiration. Maintenant, il dérivait dans une mer d'escaliers vides et de mensonges plausibles. La combinaison de la redirection magistrale d'Élias à la plantation et de la solidarité impénétrable des commerçants fluviaux l'avait complètement vaincu. Il n'avait aucune preuve, aucun témoin, rien qu'un dessin de clé que personne ne reconnaîtrait et une histoire que personne ne confirmerait. La piste n'était pas seulement froide. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Il revint à la plantation Beaumont quelques semaines plus tard, un homme amer et vaincu. Le feu dans ses yeux avait été remplacé par un vide terne et hanté. Il avait été surpassé en réflexion et en stratégie. La clé, qu'il portait toujours dans sa poche, n'était plus le symbole d'un mystère à résoudre, mais un lourd rappel de son échec, un monument à l'esclave qui avait simplement disparu hors de sa portée. 2 années passèrent. Les saisons tournèrent, et la plaie béante laissée par l'incendie à la plantation Beaumont commença lentement à cicatriser, recouverte par le ver incessant des nouvelles pousses. Dans une petite maison ordonnée, au sein d'une paisible communauté de Noirs libres et de Quakers abolitionnistes dans le sud de l'Ohio, une femme s'agenouillait dans son jardin, les mains plongées dans la terre riche et sombre. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait son dos, une présence douce et bienvenue. Elle entretenait une rangée de plants de tomates prospères, ses gestes confiants et paisibles. C'était Anna. Les traits de peur constante et de soumission épuisée gravés sur son visage avaient disparu, remplacés par une force tranquille, une paix profonde. Elle n'était pas seulement libre. Elle prospérait. Elle ne survivait pas simplement. Elle était chez elle. Alors que ses doigts travaillaient la terre, les souvenirs de son périple, autrefois source de terreur, revenaient à elle comme le témoignage de sa propre force. La véritable histoire de sa fuite, connue seulement d'elle et d'une poignée de héros silencieux, se déroulait enfin dans toute sa splendeur.
Le feu avait été la grande diversion, le spectacle chaotique qui attirait tous les regards pendant qu'elle s'éclipsait dans l'obscurité. Le bout de tissu au bord de la rivière, soigneusement placé par Joseph, avait été la première couche de tromperie, une fausse piste pour les chiens et les chasseurs. L'oiseau en bois, dernier coup de maître d'Elias, constituait la deuxième. Une histoire contradictoire destinée à briser la logique de Crow et à le faire courir après des échos dans la mauvaise direction. La clé avait été réelle. Elle avait été son passeport, mais jamais destinée à un bateau à vapeur. La nuit de l'incendie, alors que les flammes grimpaient voracement vers le ciel, Anna ne s'était pas dirigée vers l'ouest, vers la rivière. Elle alla vers l'est, comme l'oiseau en bois l'indiquerait plus tard, mais seulement sur une courte distance, jusqu'à un point de rendez-vous préarrangé au milieu d'un bosquet épais de cyprès. Là, elle rencontra non pas un capitaine de bateau, mais un fermier quaker de l'Ohio au visage grave, se faisant passer pour un marchand ambulant. Sa charrette était remplie de poteries et d'articles ménagers. Son passage avait été arrangé des mois à l'avance par le prédicateur méthodiste enflammé qui lui avait donné la clé. Il était à la fois écrivain itinérant pour le Seigneur et conducteur de chemin de fer clandestin. Le fermier posa une question codée. Anna répondit par la réponse mémorisée. Sans un mot de plus, il lui montra un compartiment secret sous le plancher de sa charrette, juste assez grand pour qu'elle s'allonge, sombre et étouffant, caché sous un faux fond et une pile de peau en argile. Pendant des semaines, elle voyagea dans cette obscurité, le roulement des roues comme seul compagnon. Il progressait lentement, délibérément, de maison sur une chaîne secrète de fermes, sous-sol et pièces cachées sur des centaines de kilomètres de territoire hostile. À chaque étape, au cœur de la nuit, elle était sortie, raide et tremblante, dans la présence d'inconnus, de nouveaux visages calmes et déterminés. À chacun, elle présentait la clé de fer, le signe prouvant qu'elle était celle qu'ils attendaient. La clé n'ouvrait pas un moteur de bateau, mais les portes du réseau, la confiance de ces braves étrangers qui risquaient tout pour l'aider. Le génie complet et stupéfiant de son plan résidait dans ces couches de tromperie. Une toile de mensonges conçue pour protéger une seule vérité précieuse. Elle avait envoyé ses poursuivants vers le nord, vers la rivière, vers l'est, vers le marais, tandis qu'elle avançait secrètement vers le nord, dans le ventre d'une charrette en bois. La clé de fer, sa compagne silencieuse et constante. Les années passèrent à la plantation Beaumont. Le monde avançait, mais le fantôme de Anna Grayson demeurait. Master Beaumont, ayant perdu une fortune dans l'incendie, ne se remit jamais pleinement. Sa richesse et son esprit étaient diminués, et il sombra dans un état permanent de mélancolie. Crow resta intendant, un homme creusé par son échec. Il était aussi cruel et efficace que jamais, mais la certitude absolue en son autorité avait disparu. Il était hanté par le puzzle qu'il n'avait jamais pu résoudre, par l'esclave qu'il n'avait jamais pu briser. Il portait toujours la lourde clé de fer dans sa poche, son poids familier rappelant la femme qu'il avait surpassée et disparu dans les airs. Elias était désormais très vieux, le dos courbé, les mains noueuses par l'âge. Il passait la plupart de ses journées sur le petit porche de sa cabane, sculptant ses petits oiseaux en bois. Sarah, la jeune femme qui lui avait demandé si Anna avait pris son envol, maintenant mère d'un jeune garçon jouant dans la poussière à ses pieds, s'asseyait souvent avec lui le soir. « Penses-tu à elle, Elias » demanda-t-elle une soirée, la voix douce d'Anna. Elias leva l'oiseau en bois parfaitement sculpté qu'il venait de finir. Elle déployait. Il le contempla un long moment avant de répondre. « Chaque jour, dit-il d'un souffle sec, comme des feuilles qui glissent sur le sol dur. On raconte encore son histoire, au bord de la rivière. On dit qu'elle est devenue un esprit de feu, et qu'elle s'est envolée dans la fumée. » Sarah observa son visage dans la lumière déclinante. « Est-ce que tu crois » demanda-t-elle doucement. Elias détourna le regard de l'oiseau et contempla les champs, les ruines de la maison de presse, vers l'horizon nord lointain. Un sourire lent, profond et satisfait se dessina sur son visage ancien, sourire de victoire silencieuse. Anna a appris à voler bien avant cet incendie. Le feu n'était que le jour où elle a décidé de montrer au monde ses ailes. Un moment de triomphe profond et tranquille. La légende avait fait son œuvre, protégeant la vérité. Et la vérité, savait-il, était plus puissante et incroyable que n'importe quelle légende. Elias, gardien du secret, maître silencieux, avait gagné son jeu. Les années devinrent des décennies. Les ruines de la grande maison de presse furent lentement recouvertes par la nature. Les vignes escaladèrent les poutres calcinées, et les fleurs sauvages poussèrent là où la grande vis avait jadis été. À la périphérie de Natchez moderne, un panneau historique fut finalement installé, mentionnant la plantation Beaumont et le grand incendie de 1842, ainsi qu'une brève mention légalisée de la légende de l'esclave disparu dans les flammes. Derrière une vitre épaisse repose une seule lourde clé de fer, étiquetée simplement « Clé d'origine inconnue trouvée dans les cendres de l'incendie de la plantation Beaumont, 1842 ». Elle ne donne aucune réponse,
Seulement le mystère silencieux et durable. L'image finale est celle d'un seul oiseau prenant son envol depuis une branche de cyprès. S'élevant dans un ciel vaste et sans fin, ses ailes captant la lumière d'une aube nouvelle. Anna Grayson ne fut jamais retrouvée. Son nom devint un fantôme, un souffle de défi dans le cœur du vieux Sud. Une histoire pour effrayer les maîtres et inspirer les esclaves. Pour certains, elle était une incendiaire ayant trouvé un funeste destin dans les eaux tumultueuses du Mississippi. Pour d'autres, un esprit de feu, un être surnaturel, une légende née des cendres de son oppression. Mais la vérité était plus puissante, plus humaine. Elle était une femme refusant d'être victime de ses circonstances. Une architecte de sa propre liberté. Construite avec le feu et l'acier, avec patience et intelligence calculée. Elle ne disparut pas. Elle devint simplement libre. Et son histoire, comme le grand fleuve qui devait être sa tombe, continue de couler. Un rappel intemporel et puissant que même dans les ténèbres les plus étouffantes, une seule clé, une seule étincelle de courage, peut suffire à faire naître l'aube.